我心目中有一个偶像，就是胡金铨。一招招，他是我师傅，随时好像有武侠要杀他一样，唰飞过去飞过来。哇，这个电影怎么拍的？武术指导这个职称是他发明。他后来就说：“你看，好莱坞在学我。”香港影坛跟风的也很多，我也是当中的一个。我是他的灵魂灌注我身上的一种结果。This is my little library. Sometimes I spend my own time here to write, kind of a solitude. Yeah. 你一个导演的本心。To him, he make a movie is not just about making a movie. He put his whole life into it. 经过40几年的岁月，我们是师徒的感情。好好的干呢，每次最后一句话就是好好的干。他就说，一个人一定要有个目标，你有那个目标呢，不管你做不做得到，你都要朝那个目标去。人生要活得精彩，它就是个武侠。Et bonjour à tous, petite recommandation du jour. Aujourd'hui, c'était pour vous parler d'un extraordinaire documentaire que m'ont conseillé mes amis de la communauté fans de cinéma de Hong Kong que j'embrasse et qui se reconnaîtront, que j'ai fini par regarder. Il dure 3h, 3h30. C'est un énorme documentaire sur probablement le plus grand cinéaste chinois de tous les temps, hein, avant Tsui Hark. Et d'ailleurs, il a énormément inspiré de Tsui Hark. Il s'agit donc de King Hu. King Hu, je dis cinéaste chinois de manière globale, puisque il embrasse absolument toutes les parties chinoises, à savoir qu'il est né donc en Chine continentale, à Pékin. Il est arrivé à Hong Kong étant adolescent, tout seul. Il a fait du cinéma à Hong Kong. Hein, c'est le réalisateur de l'Hirondelle d'Or. Donc il a bossé d'abord pour la Shaw Brothers bien avant l'Hirondelle d'Or. Il a fait des films et notamment il a été sous la tutelle de... un de ses mentors était le grand réalisateur Li Hanxiang, hein, dont je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Donc voilà, ils étaient amis et c'était aussi son mentor, celui qui lui a appris beaucoup de choses. Il doit beaucoup à Li Hanxiang. Il a joué dans ses films. Il a co-réalisé certains de ses films. Et voilà, King Hu, c'était d'abord un acteur d'ailleurs. Quand il est arrivé à Hong Kong, il était à la fois un grand érudit, grand artiste, vraiment un intellectuel et à la fois un acteur, même parfois tendance comique. Donc vous verrez ça dans le documentaire, c'est absolument passionnant et c'est fascinant la vie qu'il a eue et le personnage qu'il était. Par la suite, donc il s'est réfugié à Taïwan, un petit peu pour faire ses films. Alors là, il va faire les chefs-d'œuvre que sont L'Auberge du Dragon ou encore Touch of Zen, parce qu'il était vraiment bridé par le mode de production hongkongais. C'était vraiment quelqu'un qui avait il avait une profondeur artistique très forte et très puissante, qui était vraiment à l'opposé des studios de la Shaw Brothers, qui étaient beaucoup plus cadrés dans un mode de production beaucoup plus voilà de spectacle, de blockbuster, etc., de grosses productions. Donc lui, il se sentait vraiment bridé à la Shaw Brothers et il est parti donc à Taïwan où il a tourné Touch of Zen, qui est probablement considéré comme l'un des plus grands films chinois de tous les temps, en tout cas l'un des plus grands wuxiapian de tous les temps. Voilà, il a œuvré dans le wuxiapian principalement, même s'il a fait aussi d'autres choses. Donc il est retourné à Hong Kong aussi un moment à la Golden Harvest pour retourner probablement celui que je préfère de sa filmographie, qui est L'Auberge du Printemps, donc The Fate of Li Quan, qui est avec un casting 4 étoiles, etc., qui est vraiment un très très bon film d'auberge. D'ailleurs, Tsui Hark s'est énormément inspiré de King Hu, ça a vraiment été son mentor. Si vous voulez connaître vraiment l'influence principale de Tsui Hark, hormis Chuyan, c'est vraiment King Hu. Et c'est vraiment quand Tsui Hark a tourné donc le pseudo remake son Auberge du Dragon, New Dragon Gate Inn, je crois que c'était ça le titre anglais de l'époque des années 90, là avec Maggie Cheung et Brigitte Lin et Tony Leung. Il s'est vraiment inspiré à la fois fortement inspiré de l'histoire de Dragon Inn, donc de l'Auberge du Dragon, et de l'Auberge du Printemps, donc qui sont des films sommes, un tourné à Hong Kong, l'autre tourné à Taïwan. D'ailleurs, il est peut-être possible
que l'Auberge du Printemps ait aussi été tourné à Taïwan, je m'en souviens plus, mais en tout cas c'est une production Golden Harvest de Hong Kong. Alors c'est difficile ces films partagent un peu la production entre Taïwan et Hong Kong. C'était très souvent le cas à l'époque puisque c'était vraiment deux enclaves qui produisaient, coproduisaient. Il y avait beaucoup d'échanges entre ces industries et du coup par moment des réalisateurs, des chorégraphes allaient bosser à Taïwan et inversement au niveau de la production, au niveau des réalisateurs, au niveau des équipes, au niveau des artisans. C'était vraiment deux industries qui étaient très liées et qu'on fait des films d'arts martiaux, notamment des wuxiapian et des films de kung-fu absolument formidables. Et King Hu en est vraiment c'est vraiment celui qui en est le maître le plus érudit. Il a fait les films d'arts martiaux les plus beaux que vous pourrez trouver. Vraiment, ce sont des bijoux visuels absolument magnifiques. Là, en revoyant le documentaire, outre la vie fascinante du bonhomme et vraiment son esprit très très artistique et qui a une grande érudition sur sa propre culture, qui est la culture chinoise, qu'il voulait vraiment dépeindre dans ses films. C'est vraiment quelqu'un qui a exprimé moi souvent quand je parle il a exprimé la culture chinoise de la manière la plus pure et la plus visuelle possible à travers ses wuxiapian et ses films d'arts martiaux. Et pour moi qui adore disons, regarder des wuxiapian surtout à l'aune de leur beauté visuelle, je suis absolument comblé par les films de King Hu de ce niveau-là, même si moi je vais plutôt être de l'école Chang-Che qui va être un peu plus bourrin, un peu plus traditionnaliste, etc. Vous me connaissez, mais je dois reconnaître que King Hu, il est à des années-lumière de Chang-Che au niveau visuel parce qu'aussi c'était quelqu'un qui était obsédé par le temps de production. Il mettait un an pour faire un film, ce qui était absolument inconcevable à Hong Kong. Chaque détail, chaque brin d'arbre, chaque costume, chaque bouton de manchette de costume, de truc, il faisait les choses lui-même. C'était un peintre, c'était un artiste, il storyboardait absolument tout. Il faisait les costumes lui-même, il construisait des bouts de décor. C'était un véritable artisan, en plus d'être un intellectuel et un érudit et un homme de grande culture. C'était vraiment quelqu'un qui faisait tout sur un tournage. Il était passionné par son métier. C'était un acharné de travail et c'était vraiment quelqu'un qui avait besoin de faire des films qui ne correspondaient pas forcément au mode de production de Hong Kong de l'époque, qui ne laissait pas assez de temps, en tout cas, pour ce type de respiration artistique. Du coup, voilà, il est allé à Taïwan où il a beaucoup plus vous regardez des films comme L'Auberge du Dragon, Touch of Zen et Raining in the Mountain et Legend of the Mountain sont quasiment tous sortis chez nous. Vous pouvez tous les trouver je crois qu'il y a des éditions 4K qui existent, etc. Moi, c'est des films que je trouve très lents, très longs, donc je décroche un peu par moment. Mais enfin, c'est d'une indéniable beauté visuelle au niveau du cadrage, au niveau de la mise en scène. Et là, en revoyant vraiment il y a beaucoup d'extraits de scènes entières qui repassent pendant le documentaire. J'avais oublié à quel point ça a été une piqûre de rappel à quel point King Hu est fondamental dans le cinéma de Hong Kong, mais aussi dans le cinéma chinois de manière globale, c'est-à-dire de Taïwan et de Chine continentale, même s'il n'a pas fait des films en Chine continentale concrètement, c'est quelqu'un qui vient de là-bas et qui a vraiment dépeint, je pense, de la manière la plus pure la culture chinoise à travers ses films. Et ces films sont de véritables estampes, sont de véritables peintures. Et moi qui adore ça, qui adore voir des wuxiapian, moi comme je ne suis pas chinois et que ça n'est pas ma culture et que ça n'est pas ma mythologie et ni mon histoire, quand je regarde des films de wuxia, j'ai tendance à m'accrocher vraiment au côté purement visuel. Je l'avais déjà expliqué pendant de nombreuses vidéos, que ce soit Daniel Lee pour la mise en scène, que ce soit les nouveaux films là de Chine continentale type gros blockbuster mythologique d'animation, ce type de choses. Je m'accroche énormément au visuel et c'est vrai que King Hu, pour des films de wuxiapian des années 60-70, visuellement c'est absolument sublime. Voilà, il était rentré en grande pompe. Il est surtout connu pour l'Hirondelle d'Or qui a été tourné pour les studios de la Shaw Brothers en 66. D'ailleurs, où il y a des apparitions, vous verrez, de Jackie Chan, de Sammo Hung, etc. D'ailleurs, Sammo est vraiment lié, vous le verrez dans le documentaire, il est extrêmement lié au réalisateur King Hu puisqu'il a commencé très jeune en tant que cascadeur et chorégraphe sur les films de King Hu. Il a même des petits rôles dans beaucoup de ses films, je pense notamment à Touch of Zen où il joue le rôle du garde du corps du méchant, donc Yan Yin-jae qui était en plus le maître de Sammo, voilà, qui avait fait les combats de la Fureur de Vin, etc., qui était un chorégraphe fabuleux qui a appris beaucoup de choses à Sammo Hung, c'était le mentor de Sammo Hung. Et vous pourrez aussi voir Sammo Hung par exemple dans Pirate et Guerrier, qui est un autre film de King Hu plus mineur, mais que moi j'aime beaucoup. J'en ai énormément de bons souvenirs. Il est beaucoup plus court, il est beaucoup plus resserré. C'est plus un film de commande, un peu plus blockbuster dans mon souvenir et un peu plus
il va un peu plus à l'essentiel. Donc moi, ça correspond un peu plus à ma sensibilité de bourrin. Mais voilà, c'est aussi un film très important. Sammo, il joue le rôle du méchant du film, le méchant japonais du film, etc. Et donc vous allez voir les interventions de Sammo Hung, qui a beaucoup appris de King Hu, qui était aussi un de ses mentors, et avec Wang Fang, etc. Voilà, Sammo a eu plusieurs mentors, hein, mais King Hu a été très important pour beaucoup de gens, y compris Sammo Hung, donc vous allez le retrouver dans le documentaire. Il va dire des choses très intéressantes hein, sur le bonhomme, sur son parcours, sur sa relation avec ce réalisateur, etc. De manière plus étonnante, mais en même temps assez logique, il y a John Woo, qui se revendique être un élève de King Hu et un grand admirateur de King Hu, il le dit lui-même, hormis Chang-Che, qui a été vraiment son grand maître. Juste après, il y a vraiment King Hu qui est là, et donc vous retrouvez John Woo, Tsui Hark, Sammo Hung, beaucoup d'acteurs et d'actrices surtout, parce qu'il a mis en avant beaucoup d'actrices mythiques. Hein, je pense à Su Feng, qui est une actrice absolument géniale, que les fans de Jackie Chan connaissent pour jouer la méchante dans Le Vengeur, mais qui a fait la plupart de ses films chez King Hu, qui a une espèce de visage et de regard perçant, absolument, une actrice absolument sublime et qui a un charisme vraiment incroyable, qui là intervient dans le documentaire. Voilà, actrice formidable, Su Feng, Chang Pei évidemment, aussi sera dans le documentaire. Voilà, il y a beaucoup de gens, des collaborateurs qui ont travaillé avec lui, qui ont été proches de lui, voilà, parce que c'est quand même un réalisateur qui a été aussi le documentaire est assez touchant parce que il nous dépeint aussi l'histoire d'un réalisateur qui était considéré comme le plus grand dans les années 60-70, mais qui a toujours eu beaucoup de difficultés à affirmer son point de vue, et à affirmer son art, puisqu'il considérait vraiment ses films comme de l'art, pas uniquement comme du spectacle. C'était vraiment dans la grande tradition des érudits et des artistes chinois. Voilà, il voulait vraiment exprimer ce type de choses, et c'était très rare à l'époque d'aller aussi loin dans cette représentation artistique, même s'il y en a eu beaucoup, mais c'est vraiment celui qui allait le plus loin, et effectivement ça a été très compliqué pour lui de produire ses films, et à l'arrivée de la nouvelle vague hongkongaise dans les années 80, il a été complètement oublié par la critique, par l'industrie et par les gens, en fait, par la population qui avait envie de... On sait, la nouvelle vague, c'est une envie de dépeindre à Hong Kong beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne, beaucoup plus violent, beaucoup plus radical, avec des réalisateurs comme Tsui Hark, comme Alex Chung. D'ailleurs, vous verrez aussi Alex Chung qui apparaît dans le documentaire un petit peu. Et on passe à une autre époque, et King Hu n'a plus forcément sa place. Il y aura une tentative à un moment donné, au début des années 90, avec Swordsman, donc Tsui Hark va essayer de reproduire un film de King Hu qui s'appelle donc le premier Swordsman, hein. Mais le film va avoir beaucoup de problèmes de production, notamment liés au niveau des producteurs du film. Il va être tourné en partie à Taïwan, en partie par King Hu, mais va être repris par Tsui Hark, par Han Hoi aussi, hein. Han Hoi est aussi présente dans le documentaire. C'est aussi peut-être la plus grande élève de King Hu avec Tsui Hark. C'est vraiment, elle considérait vraiment King Hu comme son maître. Et donc voilà, le tournage va être très bordélique. Il va être à la fois un peu réalisé par King Hu, mais apparemment pas tant que ça, d'après ce que j'ai compris. Il reste plus grand chose de son travail, et il va être un petit peu sauvé comme ça par Tsui Hark, par Raymond Lee, par Shin Seo-tung, il va y avoir beaucoup de co-réalisateurs. Ça va vraiment être une œuvre collective. Le premier Swordsman, c'est un énorme bordel de financement, d'ailleurs, dont je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, voilà, c'est assez tragique. Et il est mort, il est décédé en 97, hein, date fatidique, où il était sur le point de réaliser probablement le plus grand film, le plus ambitieux de sa vie, un film qui devait se dérouler donc aux États-Unis, hein, à l'époque du Far West, et de la construction du chemin de fer par les Chinois. C'est un projet dont parle Tsui Hark aussi beaucoup, qu'il aurait voulu faire et reprendre de King Hu. Il devait y avoir Chow Yun-fat, hein, dans le rôle principal. C'était acté, la production allait se lancer, et malheureusement il est mort à un mois du tournage. Voilà, ce qui renforce le côté tragique de son existence, et le fait qu'il n'ait pas pu exprimer à fond toute son œuvre. Mais en tout cas, c'est le réalisateur chinois qui a à la fois œuvré, donc encore une fois, pour le cinéma de Hong Kong et pour le cinéma de Taïwan et pour le cinéma hongkongo-taïwanais, si on peut dire. Mais en tout cas, c'est le cinéaste chinois le plus important et qui a poussé
vraiment le sens du cadre et la beauté des cadrages est vraiment le plus loin possible. Et ces films sont absolument sublimes. Sa mise en scène est parfaite. Voilà, c'est probablement le plus grand. Il a été primé dans les cahiers du cinéma à Cannes. Enfin vraiment, voilà, c'est vraiment s'il y en avait un à retenir, le plus grand réalisateur de la période classique, hein, puisque Tsuyark c'est plus la période nouvelle vague, là c'est plus la période classique, et bien c'est King-Woo. Donc voilà, si vous arrivez à vous procurer le documentaire, il est disponible sur les plateformes, hein, vous chercherez un peu par vous-même, je vous fais confiance. En tout cas, voilà, ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain de son cinéma. J'ai hâte de revoir ses films en bonne qualité, et je vous conseille aussi de les revoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont je voulais parler sur ma chaîne, parce que je crois pas en avoir parlé avant. J'ai effectivement parlé, donc comme je vous ai dit, de son ami et mentor Lee Han-seong, qui est aussi un réalisateur très important. D'ailleurs, ma vidéo a pas fait beaucoup de vues, parce que c'est vraiment une période classique du cinéma de Hong Kong, les années 60, 50, 60, donc ça intéresse pas grand monde, mais vraiment je vous invite à vous pencher un petit peu sur ce réalisateur qui a fait des films fondamentaux, hein. C'est notamment lui qui a fait les films originaux qui étaient de The Lovers ou de Histoire de fantôme chinois, hein, Love Etern, et puis l'autre Enchanting Shadow. C'est vraiment voilà, Tsuyark s'est énormément inspiré aussi de Lee Han-seong et a fait des remakes de films de Lee Han-seong aussi, qui eux-mêmes reprennent des histoires mythologiques chinoises, etc. Donc voilà, King-Woo, King of Wuxia, c'est le titre du documentaire. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye. 迎春阁新来了4个女跑堂的。小林，起来啦，一秒4啊！我听说他们都是黑道上大。他们听说要杀大子，个个高兴。把钱都掏出来，放在桌子上。听说李察汉也派人暗地里到这儿来查访。咫尺的天南地北，霎时间。月缺花飞，手执着坚信碑，严格着夜里泪。